Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Laurent Jacobelli. Bonjour, vous êtes porte-parole du Rassemblement National. Régis de Castelnau, vous êtes avocat, vous collaborez au magazine Causeur et votre blog s'intitule Vue du droit. Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte. Exact. Bonjour, avec votre dernière lettre qui vient de paraître, que vous nous avez apportée. Et Dominique de Montvalon qui ne devrait pas tarder à arriver, qui doit être pris dans les embouteillages. Merci à tous d'être là, parce qu'en tout cas pour ceux qui habitent Paris, je sais qu'à Toulouse il y a eu aussi des gros soucis de circulation. C'est une vraie galère de circuler. On va parler évidemment des annonces d'Édouard Philippe hier, et on va se poser la question de savoir si on va vers une crise politique, si cette grève perdure comme l'annoncent les syndicats et qu'il n'y aura pas de trêve des confiseurs. Il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Édouard Philippe doit-il tenir bon sur l'âge pivot? Puis cette question, pourquoi cet âge pivot qui était vraiment le casus belli pour la CFDT et qui fait qu'aujourd'hui la situation est complètement bloquée. On en parle avec vous, 0826 300 300. Et puis Jean-Paul Delevoye peut-il rester ministre? Vous êtes assez mobilisé sur cette question. On va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Régis, on va commencer avec vous. Oh bah oui, j'aurais des choses à dire sur Delevoye. Hein. Oui, vous inquiétez pas. Moi, vue du droit, c'est toujours de ce point de vue. Oh ben mon coup de gueule, c'est la combinaison, le petit couple de duettistes qui a fait un tour de piste. J'ai nommé Laetitia Avia et Jean-Pierre Grand, le sénateur. Laetitia Avia est venue dire sur Mediapart que il n'y avait pas plus soucieux qu'elle de l'état de droit, mais que tant qu'il n'y avait pas de décision judiciaire condamnant les policiers, les violences n'existaient pas. C'est-à-dire que cette personne vient nous raconter, je suis personnellement avocat, que tant qu'une décision de justice n'a pas été rendue, le réel n'existe pas. C'est-à-dire qu'Alexia Daval a été assassinée, mais tant que son mari n'a pas été condamné, elle n'a pas été assassinée. C'est une énormité. C'est pas exactement, c'est elle pas dit, tout à fait ça quand même. Exactement ça. Apportez-moi des décisions de justice. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un de coupable avant qu'il n'ait été jugé. Mais attendez, c'est pas ça. Mais le propos n'est pas celui-là. Le propos est de dire que ces violences policières, on les voit tous les jours. On a des témoignages, on a les articles du Monde, on a des vidéos. Et je vais revenir sur Monsieur Grand. C'est invraisemble de la part d'un avocat. Je vais me faire l'avocat du diable de dire ça. Mais la vérité, elle n'est pas sur des images dont on ne connaît pas le contexte. Enfin, je fais volontairement l'avocat du diable. Mais vous ne pouvez pas dire les images nous disent qu'ils sont coupables. Mais c'est extraordinaire quand même. Je veux dire, on a sur le gars qui a été éborgné, on a des vidéos qui démontrent un certain nombre de manquements, etc. Bien sûr. Non, attendez, c'est essentiel. La vérité judiciaire est un processus d'élaboration qui va donner à l'État, à la justice, le moyen d'exercer une violence légitime, le pouvoir sur les corps, etc. Elle entretient des rapports particuliers avec la vérité objective. Il n'y a pas du tout d'équivalence entre vérité factuelle et vérité judiciaire. Je ne suis pas en train de dire que tel policier est coupable, que tel autre, pas du tout. Ils ont tous droit à la présomption d'innocence. Et puis alors là, eux, ils n'ont aucun souci avec l'IGPN qui fait les enquêtes. Mais je dis que lorsqu'on vient dire on ne peut pas parler de violence policière tant qu'il n'y a pas de décision judiciaire, c'est un barbarisme pur et simple, y compris au plan juridique. Alors, le deuxième aspect, c'est Monsieur Jean-Pierre Grand. Ouais. Parce que pourquoi il y a des procédures quand même après que Monsieur Macron ait dit on ne peut pas, dans un État démocratique, parler de violence policière. Ben voyons. C'est que toutes les vidéos ont obligé à déclencher. On a ces deux policiers qui s'acharnent sur quelqu'un qui est à terre dans une porte cochère, etc. Et là, le parquet est bien obligé d'ouvrir une information judiciaire. Non, une truc. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Grand? Il dépose dans la loi Avia. Discuter la loi Avia, proposition de Madame Avia, parce que le gouvernement n'a pas eu le courage de la porter lui-même, cette loi. Dans cette loi sur la haine qui est profondément liberticide, il dépose un amendement au Sénat, quand elle est discutée, en disant interdiction sous peine de 45 000 € d'amende de filmer les policiers et de diffuser sans leur consentement. C'est-à-dire, outre l'atteinte à la liberté d'information, mais on voit bien que la boucle se boucle. Alors, je ne sais pas s'ils se sont concertés, mais c'est quand même fabuleux. On a quelqu'un qui dit, tant qu'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de violence. Et on a quelqu'un qui dit, interdiction de filmer.
Ça veut dire open bar pour, y compris tirer dans le tas pour faire plaisir à Luc Ferry. Non, voilà. Maintenant, est-ce que diffuser des images, quand on voit le contexte actuel de policiers qui sont menacés de mort, de révéler leur visage, est-ce qu'on a besoin de montrer les visages et de filmer quand vous voyez les manifs et qu'il y a des caméras de surveillance, il y a des choses qui permettent de retracer les choses, est-ce que diffuser sur les réseaux sociaux des visages de policiers, enfin je sais pas, peut-être Laurent Jacobelli. Excusez-moi, mais je vous écoute. Il y a un certain nombre d'éléments que vous énoncez et que je peux comprendre, effectivement, pendant notamment la crise des Gilets jaunes, il y a eu un certain nombre de violences policières avérées, c'est-à-dire qui ont été reconnues comme telles. Par qui? Il n'y a pas une condamnation? J'aimerais quand même dire, si je peux terminer, j'aimerais quand même dire que plutôt que de s'en prendre aux policiers, on peut plutôt s'en prendre aussi à leur chef, parce que beaucoup de policiers ont mis en place la technique de maintien de l'ordre, si on peut s'exprimer ainsi, qui avait été dictée par le préfet de police de Paris et par le ministre de l'Intérieur, et qui était pour le moins complètement inopérante et qui allait dans le mauvais sens. Grosso modo, l'idée c'était laisser les Black Blocs faire et attaquer plutôt les ennemis politiques que sont les Gilets jaunes. Là-dessus, mais plutôt que de s'en prendre aux policiers, il faut s'en prendre à leur hiérarchie. Moi, j'aimerais quand même dire que les violences, elles ont été dans tous les sens et que des policiers ont été aussi exceptionnellement atteints dans leur intégrité physique lors de ces crises. Parce que le gouvernement a joué les Français en jaune contre les Français en bleu. Et ça, très objectivement, tout le monde en a souffert. Moi, contrairement à vous, je suis pour que, par principe, la présomption d'innocence s'applique en priorité aux policiers, alors qu'aujourd'hui on est plutôt dans une présomption de culpabilité. À la moindre image que l'on voit d'un policier qui s'en prend à quelqu'un, on part du principe que c'est le policier qui a tort. Excusez-moi, l'histoire récente, et notamment l'affaire Théo, mais d'autres affaires contre des dealers, etc., nous montrent que quand on connaît l'ensemble des images et quand on connaît l'ensemble du cas, le policier défendait les Français et défendait l'ordre républicain. Donc, il faut faire très attention. Attendez. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous sur... Et faire en sorte que seule la justice puisse se prononcer. Un policier qui a commis des violences gratuites sera coupable. Bon, mais par principe, c'est pas intéressant. Alors attendez, on va écouter Jacques Miard. Il fait respecter l'ordre. On va écouter Jacques Miard. Il y a malheureusement eu des débordements. Ça, c'est clair. Et on ne peut pas les nier. Et on le regrette. Il y a eu tension. Et en réalité, le fond du problème pour moi, premièrement, c'est vrai que l'autorité de l'État est représentée sur le terrain par le policier et qu'il doit bénéficier à ce titre, je dirais, non seulement d'une présomption forte, mais il représente l'État. Il ne faut jamais l'oublier. Et l'État, jusqu'à nouvel ordre, c'est l'intérêt général. Donc il y a ce problème-là. Deuxièmement, moi ce que je souhaite dire, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on a des policiers qui sont excellés et qu'il y a eu des débordements extrêmement regrettables, parce qu'effectivement, quand on perd un œil, le fait est bien là, c'est tout à fait pour la vie et c'est tout à fait regrettable. Donc en réalité, le problème est un problème politique. On a laissé faire une chose sur le terrain sans solution politique. Et c'est là où le gouvernement est coupable, entre guillemets, ou irresponsable, dirons-nous. Parce qu'on a laissé les choses se développer de telle manière qu'on aboutit à ces excès. Alors, il y a eu des excès de la part des manifestants qui ont, je dirais, matraqué les policiers, etc. Il y a eu un excès en face, parfois, parce que ce sont des hommes, les policiers, il ne faut jamais l'oublier, et il y a aussi des femmes. Et donc, il est clair que de ce côté-là, ceux qui sont vraiment responsables sont ceux qui ont laissé se créer cet état véritablement d'affrontement. Alors il y en a deux. Moi je suis entièrement d'accord avec vous deux. Entièrement d'accord avec vous deux. Il ne s'agit pas de vouloir la mort du pêcheur. Je ferai juste une observation sur la montée en épingle. Il y avait une affaire à Saint-Dizier, des menaces contre les policiers. Je m'interroge beaucoup. Sur c'est arrivé justement au moment où Laetitia Avia sort cette énormité et où Monsieur Grand dit interdiction de les filmer. Bien sûr que les policiers ont été instrumentalisés par un pouvoir qui le voulait. Parce que Le Monde raconte dans un article, je crois que c'était samedi, il dit bien qu'on leur a dit « Allez-y, lâchez-vous, ça fera réfléchir les suivants ». Textuellement. Il y a eu donc une utilisation qui a été une utilisation volontaire. Je termine. Deuxièmement, le contrôle. Pourquoi dans le code pénal, vous avez des infractions avec des facteurs aggravants qui sont le fait d'être policier, une violence commise par un policier, une séquestration arbitraire commise par un policier, c'est plus réprimé que par n'importe qui d'autre. Pourquoi ? Parce que ceux qui contrôlent, oui, et parce que ceux qui contrôlent
les violences illégitimes des policiers. Il y a des violences légitimes des policiers, l'arrestation, le pouvoir sur les corps, je trouve ça logique, y compris les dispersions, taper sur les black blocs, ça me gêne pas, hein, franchement. Mais ce que je veux dire, ceux qui ont défailli dans cette mission, ce sont les magistrats. C'est la justice qui a pas fait. C'est elle qui est responsable du contrôle de la violence illégitime de tout le monde, mais en particulier grâce à un code pénal spécifique aux forces de l'ordre, hein, la violence illégitime des forces de l'ordre. Et je veux venir dire aujourd'hui, s'il n'y a pas eu de décision judiciaire définitive... Mais là, il y a un petit peu de tout dans ce que vous dites. Il y a beaucoup de choses. Mais où il a raison, c'est sur l'histoire de l'amendement Grand. Ça me paraît véritablement loufoque. Mais il n'est pas passé. Non, ça c'est de la com. Attendons que ça redescende à l'Assemblée nationale où Madame Avia est rapporteuse de ce texte. Allez, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule qui a pris pratiquement la première partie de l'émission à lui tout seul, mais c'est pas grave. Ça nous a fait débattre. Laurent Jacobelli. Alors, écoutez, on reste dans les représentants de l'État. Moi, j'aimerais... C'est un coup de gueule et un coup de cœur pour nos pompiers et leur dire qu'on les soutient et qu'on est avec eux. Ils sont fatigués, exténués, ils sont d'ailleurs eux aussi en grève, ils n'en peuvent plus. Et on a reçu aujourd'hui ou hier les chiffres des agressions sur les pompiers. Je vais pas vous assommer de chiffres, mais c'est édifiant. 213% d'agressions supplémentaires en 10 ans. Sur les premiers mois de l'année, par rapport à l'année dernière qui était déjà record, plus 50%. Ils sont à bout. Pour les mêmes raisons parfois d'ailleurs que nos policiers, ils ne sont pas soutenus, il faut le dire, par le gouvernement, pas assez, notamment en termes des moyens. On sait qu'aujourd'hui être pompier volontaire, c'est beaucoup plus difficile encore que ça ne l'était avant. Il faut arrêter de faire en sorte que ceux qui nous protègent, que les représentants de l'État soient impunément agressés. Il y a aujourd'hui en France des zones de non-droit, des cités où policiers, pompiers, médecins, infirmiers ne peuvent plus entrer sans se faire caillasser. Pire, il y a des guet-apens. Et rien n'est fait par la justice, malheureusement, et vous voyez, c'est peut-être un lien avec ce que vous venez de dire, pour punir les coupables. Ceux qui nous protègent doivent être protégés. Il y a plein de choses en fait dans cette colère des pompiers que, je le rappelle, nous soutenons. Il y a plein de choses. Il y a le laisser-aller du service public par le gouvernement, en tout cas le gouvernement qui ne soutient plus son service public. Il y a le fait qu'ils doivent se substituer notamment aux urgences qui ferment les unes après les autres. Il doit y avoir aussi derrière une forme de détresse de la population qui appelle les pompiers parce qu'ils ne savent plus qui appeler. Et donc le nombre de missions augmente, le nombre de moyens dédiés aux pompiers diminue, ils sont dans une grande détresse et je voulais faire une espèce de coup de gueule contre la violence contre les policiers, le fait qu'ils ne soient pas soutenus et que les racailles qui s'en prennent à eux ne sont pas en prison aujourd'hui, et coup de cœur pour leur dire bravo les gars pour ce que vous faites, les Français sont avec vous. Et si vous me le permettez, un coup de cœur tout à fait particulier aux pompiers de chez moi, à l'eau Plan de Cube, qui font un boulot formidable avec des moyens malheureusement dérisoires. Allez, ils ont été ovationnés dans les manifs. On va continuer à en parler. Jacques Mér, on va marquer une petite pause et vous allez pouvoir réagir à ce que vient de dire Laurent Jacobelli. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on va revenir sur les annonces d'Édouard Philippe et sur la détermination des syndicats. Dans un instant, on continue notre petit tour de table parce que Régis de Castelnau a été très très long ce matin. Mais on continue. Jacques Mér. Oui, c'est un coup de gueule, coup de cœur à l'égard du Premier ministre parce qu'en réalité, il faut s'expliquer. En réalité, les masques sont tombés hier. Il vous avait présenté, Macron en tête, n'est-ce pas, que la retraite par points, c'était le Deus ex machina, ça allait tout régler. Et en réalité, on voit très bien que c'est un écran de fumée. Pourquoi ? Parce que c'est une technique, l'histoire des points, mais ça ne résout pas le problème fondamental, c'est comment on finance. Et donc, c'est toujours la même chose. Combien y a-t-il de gens qui travaillent pour combien y a-t-il de gens à la retraite ? Et qu'est-ce qui s'est passé hier ? Eh bien, le camarade Premier ministre, il a laissé tomber les masques en disant, ben oui, il va falloir travailler plus longtemps. Alors, il l'a dit d'une manière ambifacotée, on laisse 62 ans et puis on pousse. Et donc, c'est bien la preuve que cette réforme, c'est du Canada Dry. Vous voyez, ça, l'aspect de l'équilibre universel, et surtout quand vous êtes universel, vous tombez à ce moment-là dans un piège, parce qu'une fois que tout le monde est dans le schéma de l'universel, eh bien on visse. Et c'est ce qui s'est passé notamment en Suède ou ailleurs. C'est-à-dire que véritablement, pardon de le dire à l'antenne, c'est un piège à con.
C'est aussi simple que ça. Et donc, le problème fondamental dans les retraites, c'est comment on finance tout. Et hier, on a vu qu'ils étaient incapables. Et vous proposez quoi? On propose effectivement de cesser de jouer, je dirais, les Deus Ex Machina, de monter une usine à gaz, et qu'on dit aux Français, oui, vous allez devoir travailler plus longtemps, parce qu'il y a... Ou bien, on leur a dit, non, vous mettez en place une politique d'investissement dans ce pays, et vous changez de logiciel économique vis-à-vis de Bruxelles pour investir, et ça c'est possible sans recourir aux emprunts, c'est-à-dire par les avances des banques centrales au Trésor pour investir. C'est ce que la 4e et la 5e avaient fait, et qu'à Maastricht on a mis sous le boisseau en raison des Allemands qui ont une trouille gigantesque de l'inflation. Donc c'est ça le problème. Si on ne change pas de logiciel économique, si on ne revient pas véritablement à une politique pragmatique d'investissement pour faire remettre les Français au travail et avoir une politique nataliste aussi, eh bien, vous allez dans le mur. Et aujourd'hui, le gouvernement, il est coincé par ses propres mensonges. On va y revenir et on va en reparler. On entame à chaque fois les autres thèmes. On entame à chaque fois les autres thèmes, plus ou moins. Tout est dans et réciproquement. Et réciproquement. Dominique, vous vouliez faire, allez-y, faites votre coup de cœur. Coup de cœur, coup de, je dirais, de solidarité. Voilà. Il se trouve, j'avais pas besoin de ça, mais il se trouve que ce matin, j'ai été amené à convoyer à 2 endroits très différents et depuis très tôt des proches. Et c'est incroyable, les conséquences concrètes. Alors, on parle de Paris, pour les auditeurs, on parle de Paris. C'est peut-être pas exactement la même situation ailleurs, mais quand même. C'est absolument incroyable. On sait déjà ce qui se passe dans les RER. Mais prenons par exemple un cas que je connaissais, que j'avais déjà vu, qu'on m'avait raconté, mais que je voyais. Des queues immenses devant des stations d'autobus. De gens qui vont travailler, hommes et femmes, qui attendent de voir arriver un bus. J'en ai vu arriver, je bluffe pas, je dis pas que c'est partout comme ça. J'en ai vu arriver, il était archi bondé. Alors je fais pas de commentaires. À côté de ça, je ferai qu'une remarque. J'entendais les camarades de la CGT Transport nous expliquer que la grève continuerait autant qu'il le faudrait et que ça irait bien au-delà de Noël. Oui. Attendez, il faut respecter le droit de grève, mais il y a un moment, il faut arrêter de se moquer des Français. Et il faut prendre en compte, et les Français et les Françaises, il faut prendre en compte les épreuves qu'ils vivent. Ils les ont vécues jusqu'à maintenant, cette épreuve de la grève. Tous ceux qui sont concernés, ils sont très nombreux, avec un énorme sang-froid et beaucoup de recul. Et évidemment pas une adhésion effrénée vis-à-vis des thèses du gouvernement. Bon, les choses étant ce qu'elles sont. Mais là, ça commence à déborder. Ça commence à déborder, et attention à des rodomontades qui vont revenir là où vous avez raison, c'est qu'il faut pas prendre les Français pour des idiots. On peut effectivement être solidaire avec tous ceux qui ont un commerce et qui doivent souffrir en ce moment, tous les usagers des transports et qui souffrent. Et ceux qui travaillent aussi. On peut aussi entendre la souffrance de tous ceux qui travaillent et qui ne veulent pas de la retraite au rabais qu'on est en train de leur proposer. Excusez-moi, mais vous oubliez l'essentiel. Pourquoi est-ce que pour la première fois, depuis très longtemps, vous avez tout type de corps de métier qui soutient la grève, des avocats, des infirmiers, des médecins, des pompiers, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a fait preuve d'amateurisme. Je termine. Des policiers et évidemment les traditionnels grévistes de la CGT. Mais il n'y a pas que pour une fois. Ils sont d'ailleurs soutenus dans les sondages par les Français. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait que les grévistes de la CGT. Mais vous montrez l'arbre pour cacher la forêt. Non, écoutez, si je peux me permettre, les faits tranchent entre nous. Je vous dis que c'est en train de basculer. Ne vous énervez pas. Mais je ne m'énerve pas. Mais je suis amusé de voir de votre part cette réforme des retraites. À la grève tous azimuts. Pas du tout. Je dis simplement qu'il faut entendre la colère des Français. Mais on n'a pas entendu la colère des Gilets jaunes. On n'a pas entendu la colère dans les urnes. Il y a un moment, on a un gouvernement aveugle et sourd qui s'entête dans une réforme dont les Français ne veulent pas. Les Français ne veulent pas du décalage de l'âge de la retraite. On ne résout pas le problème. On leur donne. Ils ne veulent pas de la retraite à point. On leur refourgue. Les Français, ils disent quoi? Parce qu'ils ont du bon sens, vous savez. Ils disent notre régime aujourd'hui, pourquoi il y a un risque d'ailleurs, qui n'est pas encore avéré. Pourquoi il y a un risque de manque de financement? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Donc plutôt que de taper sur la tête de ceux qui travaillent, donnons les conditions favorables à l'emploi. Arrêtons ces traités de libre-échange qui cassent des PME françaises. Reprenez pas, je connais votre analyse. Avec ces travailleurs juste un mot sur le retournement. C'est là qu'on réglera le problème. Juste un mot sur le retournement. Privilège de l'âge, ok boomer, je me rappelle 95. Et 95, on avait le même discours, ça va se retourner, c'était dur. Je me rappelle, c'était dur, il faisait froid comme aujourd'hui, tout était bloqué, moyennant quoi le mouvement a terminé, il y a eu le retrait du plan Juppé, et 1 an et demi après, on a dissous
Hein, Ouais, et ça, on a ah oui, payé oui. politiquement Très dans intelligent. les urnes, on a payé politiquement, enfin le pouvoir, Chirac a payé politiquement dans les urnes ça. Je ne sais pas comment ça Par va se une terminer. dissolution suicidaire, mais revenons Oui, pas là-dessus. non, mais il avait toutes les études disant qu'ils allaient gagner. Oui, évidemment. Hein, ça c'est Non, clair. non, Et ils avaient pas- c'est ils pas avaient- vrai ça. Ça c'est pas vrai. Je D'abord, peux vous et ils attester. avaient J'ai pas- fini, moi, les Ouais, annonces. ouais. Je peux Bon, vous on va- attester que Michel Debré, qui était ministre de l'Intérieur, a dit directement à Chirac, monsieur, c'est peut-être Jean-Louis une- Debré. Jean-Louis. C'est Jean-Louis, peut-être oui. une victoire de très très courte, et parce qu'il y a un risque. Et Chirac avait dit, j'adore les majorités courtes parce qu'elles sont plus soudées. Et il Ouais, s'est planté. il s'est planté. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de Jean-Paul Delevoye, du cas de Oh oui, Jean-Paul oh oui. Delevoye, entré en septembre au gouvernement et qui a perçu près de 140 000 euros en 2 ans pour son poste de président d'honneur du think tank Parallax. Il a c'est dit ouf. qu'il allait rembourser ces 140 000 euros. il avait dit qu'il avait. Voilà, ça pose quand même un certain nombre de questions. À Ah, tout pour de le suite. moins. C'est à lui. On va revenir sur le cas de Jean-Paul Delevoye. On a appris qu'il était président honorifique d'une société d'assurance, d'un conglomérat d'assurance, mais qui ne touchait aucun traitement. Et hier, on a appris qu'il avait, parallèlement à son emploi de ministre, perçu près de 140 000 euros en 2 ans pour son poste de président d'honneur d'un think tank qui s'appelle Parallax. Alors, un think tank, c'est une... moi, Un j'en reçois laboratoire plein, un d'idées. laboratoire d'idées, voilà, c'est ça. Enfin, c'est très bien payé. Hier, j'ai posé la question à Nicolas Corato qui m'a affirmé qu'il ne gagnait pas autant que ça. Il a effectivement confirmé, Jean-Paul Delevoye, et il a annoncé qu'il allait rembourser ses 140 000 euros. Or, il n'avait pas le droit, et là je me tourne vers l'avocat, vu du droit, de cumuler cette double casquette, un poste au gouvernement et une fonction de représentation professionnelle à caractère national. Constitution française, le fait de percevoir des rémunérations privées est radicalement incompatible avec le poste de membre du gouvernement. Ouais. Première donnée. Deuxième donnée, qu'est-ce qu'un haut-commissaire? Comme Martin Hirsch, etc. Un haut-commissaire est un membre du gouvernement. Donc, dès ce moment-là, il a la possibilité, effectivement, d'arrêter d'être... Il a 1 mois pour faire cette opération. À partir du moment où il ne l'a pas fait, il est dans l'incompatibilité. Il est devenu ministre en septembre, il l'a toujours pas fait, et on a appris hier, il aurait dû donc début octobre le faire pour le poste de ministre, mais j'insiste, haut-commissaire est un membre du gouvernement. C'est juridiquement 8 300 incontestable. euros par mois comme haut-commissaire à la Alors, réforme des Vous retraites. savez que ceux qui suivent les questions d'actualité, ils sont nombreux, qui sont retransmises à la télévision, ont confirmation de ce qu'ils constatent. Il est assis très légitimement au 2e rang Non, mais des membres mais, du gouvernement. c'est logique. Et d'ailleurs, on lui demande le Premier c'est ministre lui une demande vieille parfois de histoire, répondre aux députés. Il y en a eu Donc, beaucoup il y a sous pas la de discussion 3e, beaucoup là-dessus. sous la Non, mais en 4e. gros, Alors, en gros, il avait pas le droit. ce moment-là, parce qu'il est formidable, monsieur Delevoye, il dit il est membre d'une structure d'assurance, alors qu'il est en train de travailler sur ces questions d'assurance, etc. Prise illégale d'intérêt. L'infraction est constituée, je suis tout à fait désolé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne pas de son poste de ministre, il démissionne du poste bénévolat. C'est pour ça que tout le monde l'appelle le bénévoleur maintenant, et je pense que c'est à juste titre. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, vous demandez, Valérie, s'il doit démissionner. Mais il est démissionnaire. Oui. Il est déjà plus ministre puisqu'il y a cette incompatibilité et qu'il n'a pas réglé le problème. Donc, il est resté salarié du privé. Donc, il est démissionnaire d'office. Et moi, je serais le trésorier payeur. J'émettrai immédiatement un titre de recette Pour en un disant adu. remboursez-moi non pas les 140 000, ça m'intéresse pas. Moi, les fonds publics que vous avez perçus en sachant que vous étiez dans l'incompatibilité, ça s'appelle une concussion. Deuxième infraction. Hein. Donc, rajoutez pas. Non. Il a le genou à terre et peut-être les 2 genoux à ben terre. ça c'est la meilleure. C'est celle-là. pas- non, Ah ben, mais on c'est va de la être gentil. compassion. Non, Pas non, gentil, attendez. mais juste, on a je compris. termine. Je termine. Vous aurez Non, vous sa avez dit tête. que vous seriez aurez court, sa vous êtes tête. trop long, Je trop long, termine. vous parlez trop. Vous parlez trop. Stop. Troisième infraction. Stop. Troisième infraction. Ah, Mais c'est le bon. droit de Non, temps en mais- temps, c'est bien d'en faire. Oui, mais c'est bon, on a Troisième compris. Il infraction, n'avait pas le droit. C'était manifestement, ou semble-t-il, ou peut-être, on ne sait jamais, un emploi fictif. Coucou Sylvie Goulard. Hein, et donc, là, on est dans l'abus de bien social. Voilà. Je voudrais juste dire La un mot coupe est parce que pleine. je vois là les intervenants de Parallax en 2018, donc ceux qui font partie de ce think tank. Vous avez un monsieur qui est ultra-marathonien des extrêmes philo-compteur parabolique. Le deuxième est directeur de l'Institut des futurs souhaitables. Le troisième
Xavier intéressant, futur souhaitable. Voilà, oui, spécialiste de biométisme, un autre qui est fondateur d'un groupe thermique. Voilà, bon, après, il y a le directeur des groupes de neurosciences de l'Institut Pasteur, mais il y a des choses assez étonnantes. Alors, un think tank, c'est un laboratoire d'idées, donc il faut des gens différents. Vous êtes en train de dire que ça sent l'officine à emploi fictif. Oui. Alors, je traduis au parallèle. Attendez, si je peux me permettre de réagir. Laurent Jacobelli, après, on va donner la parole à Jacques Ménard. Indécence, mensonge et mépris. Quelle indécence de la part de celui de la part de celui qui donne aux Français des leçons. Vous devez travailler plus pour demain gagner moins à la retraite. Vous êtes dispendieux, vous faites des trous dans la caisse. Le monsieur cumule des emplois dont certains sont complètement incompatibles entre eux. À 72 ans, et je n'ai rien du tout, pas de délit d'âge, mais il ne prend pas sa retraite et il touche quand même, si je fais bien le calcul de ce que vous dites, 15 000 euros net par mois. Pire que tout, cet homme ment parce que vous n'allez pas me dire qu'il a oublié qu'il touchait 5 000 euros net. Non, mais ça, il l'a déclaré. Ça, c'était déclaré. Donc ça, c'est une question que je pose. C'est-à-dire comment... Il a quand même menti. Il a omis, parce que le mensonge, vous êtes dans la diffamation. Il a menti par omission sur son. vous citez les péchés. Sur sa participation donc à ce groupement d'assureurs. Mais dans la déclaration à la Haute Autorité pour la transparence, il avait déclaré ses revenus. Donc comment est-ce qu'on peut être nommé ministre en ayant un emploi déclaré? Valérie Expert, ce qui est extrêmement grave, c'est que ceux qui sont censés aujourd'hui mettre en place la réforme des retraites. Avec, on le voit bien, pour ceux qui vont vouloir gagner un peu plus, pour ceux qui vont vouloir gagner un peu plus quand ils seront à la retraite, demain des fonds de pension et des retraites privées qui vont être proposées par les banques et les assurances, ils n'ont pas tardé, j'en ai déjà reçu moi sur Internet depuis que la réforme est annoncée. Alors, cet homme-là est jugé parti. On a un président banquier qui a été banquier très influencé par la banque qui est jugé parti. On a un haut commissaire qui est jugé parti. Franchement, on se demandait à quoi allait nous servir la réforme des retraites dont on ne comprenait pas l'intérêt aujourd'hui alors qu'il y a d'autres urgences. Je me demande si on n'a pas là un début d'explication qui fait quand même un tout petit peu froid dans le dos. Normalement, il aurait dû démissionner. Il avait jusqu'au 4 octobre pour démissionner, ce qu'il n'a pas fait. Il a donc été 2 mois dans l'illégalité. Il a été tout le temps. Il était membre du gouvernement. Depuis septembre. Ce qui me frappe le plus dans cette affaire, c'était véritablement que ce gouvernement était arrivé en disant nous, on va, jouer la transparence. On va bien évidemment remettre tout ça en ordre et la probité d'abord. Et donc ça me fait penser à cette formule légèrement arrangée d'un proverbe indien qui dit suis celui qui recherche la vertu et fuis celui qui l'a trouvée. Parce que ces gens-là ont excellé dans l'art de nous donner des leçons tout azimut et maintenant sont pris les mains dans le pot de confiture. Donc je crois que c'est extrêmement grave, que malheureusement ça va encore faire tomber le crédit des politiques alors que la politique est quelque chose de nécessaire dans l'esprit des Français. Et il y a un slogan qui avait été pratiqué par certains il y a un certain temps qui va dire c'est tous les mêmes pour pas dire tous pourris. Donc c'est extrêmement grave ce que l'on vient de constater et il faut que le gouvernement véritablement il démissionne très rapidement parce que c'est plus acceptable. Le gouvernement, tout le gouvernement à mon avis, c'est intéressant. Écoutez, le gouvernement entier devrait démissionner. De toute façon, le gouvernement entier, ça fait la crise politique est maintenant installée et une crise politique ne se résout que par des élections. Oui, Dominique, un mot. C'est absolument consternant et je crois qu'il n'a qu'une chose. J'en rajoute pas parce que 2 procureurs au moins l'ont dit en termes verts et peut-être fondés d'ailleurs. C'est absolument consternant. Je crois que la seule chose qu'il a à faire, c'est le plus vite possible, si c'est déjà fait, c'est de présenter sa démission. Non pas d'être démissionné, mais de présenter sa démission. Il faut savoir tirer les conséquences des actes qu'on commet et de ceux qu'on oublie de faire. Marie est en ligne avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Valérie, bonjour à vos intervenants. Oui. Je suis tout à fait d'accord, je suis consternée, effondrée, enfin bref, j'étais une macroniste, je suis dégoûtée, mais dégoûtée. Nous, les petits commerçants, on subit la grève, on subit tout. Et là, ces incapables, ils ne peuvent pas prendre quelqu'un qui est irréprochable, parce que cette réforme est difficile, parce que cette réforme, alors où est la crédibilité? Mais ils s'en foutent. Nous, les cotisations, il va falloir les payer. Alors non seulement cette réforme, on la déclenche comme ça en fin d'année, parce qu'ils savaient très bien ce qui allait se passer. Voilà, pour nous monter les uns contre les autres. Pendant ce temps-là, nous, on subit, mais au quotidien. Les petits gens, ils vont travailler comme ils peuvent, malades, bronchites, machin, et que j'en sais, parce que c'est l'hiver. Et puis là, au gouvernement, non, je suis dégoûtée. J'étais une macroniste, mais là, je peux plus. Je vais même vous dire, j'éteins la télé, je peux plus, parce que là, c'est pas possible d'être ou aussi bête, ou aussi
dit malhonnête ou incapable. Je ne sais même plus quel est le qualificatif. Enfin, voilà. C'est mon coup de gueule. On sent que vous êtes très énervé. Voilà, oui, on l'a dit, Laurent Jacobelli l'a évoqué tout à l'heure, et Dominique de Montvalon également, sur les commerçants qui subissent de plein fouet ces grèves et la conséquence donc de cette réforme des retraites. Jean-Noël également voulait réagir. Bonjour Jean-Noël. Oui, bonjour Valérie, et bonjour à tous vos auditeurs et toute votre équipe autour de vous. Effectivement, tout a été dit par vos invités sur place, qui sont avec vous, près de vous. Ouais. Le grand problème de ça, c'est le casting du départ. Est-ce que les Français sont prêts à entendre la vérité politique, que les gens se présentent à des élections et qu'on leur dise vraiment la vérité? Et quand on arrive à avoir des ministres à des postes assez importants, on doit avoir le pédigré, c'est-à-dire de A à Z. Ça s'appelle savoir une commission d'enquête, de savoir qui on va recruter, s'il n'y a pas des causes à effet par rapport où ils sont investis ou pas investis. Et c'est vrai que la politique aujourd'hui, il faut que demain, ceux qui vont se présenter aux élections, qu'ils arrivent et qu'on sache vraiment, tous les élus, qu'on sache vraiment qui ils sont réellement et où il y a des intérêts quelque part avec des sociétés ou pas des sociétés autre part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de la haute autorité pour la transparence. Tout à fait. Et c'est là que ce soit macroniste ou pas macroniste, ça pourrait être à droite, à gauche. Il y en a déjà eu des dizaines dans tous les partis. Il faut que les Français puissent entendre la politique et leur dire la vérité et ne plus entendre la collinothérapie qu'on leur fait depuis 50 ans. Et à partir de là, qu'on va avoir les paroles et les actes. Et ce seront les actes qui feront on va changer un peu certaines choses dans cette politique, parce qu'on en a besoin dans ce pays, parce qu'on est au carrefour, ça peut aller très très mal et ça peut mal finir cette histoire. Parce que ça, c'est pas bon du tout pour la démocratie. Et oui, il doit démissionner le plus vite possible, Monsieur Macron, le président, prendre acte de ces agissements, s'en séparer le plus vite possible, comme toutes les autres affaires, et passer à autre chose. Et votre interlocutrice a tout à fait raison. Il y a beaucoup de Français, ce sont des sans-grades, des sans-lumière qui travaillent à longueur d'années, de journées, sans rien dire. Et la majorité est silencieuse, et ceux-là, on leur marche dessus. Il y a un texte de Rousseau qui disait, ceux-là, on peut les presser. Merci beaucoup Jean-Noël. Merci de votre appel. On va marquer une pause, puis on va revenir justement sur ce que vous évoquiez, Jacques Maire. Est-ce qu'on va vers une crise politique? Est-ce qu'on y est déjà? Oui, mais qui dit crise politique, comment sortir? C'est plutôt comment en sortir. Il n'y a pas 36 solutions, effectivement. On s'est dit ça 10 fois au moment des Gilets jaunes. Nous, on a des propositions. On y revient dans un instant. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Alors comment est-ce qu'on va sortir de ce qui est en train de se passer? J'allais employer un gros mot. Donc Édouard Philippe hier, vous l'avez entendu, vous l'avez vu hier au journal télévisé de TF1. Il a d'ailleurs fait une très très bonne audience. Le choix de la fermeté. Il a donc dit qu'il était ferme, déterminé, mais que sa porte était ouverte. Comment on va en sortir? Pourquoi? Et on en parlait juste même pendant la publicité. Comment il s'est mis la CFDT à dos avec cet âge pivot dont il savait que c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Donc comment on va en sortir, Jacques Mirard? Écoutez, moi je crains fort qu'ils n'en sortent pas. Oui. Tout simplement parce qu'ils se sont mis dans un coin et qu'il y a aujourd'hui une montée de colère dans le pays qui fait frémir. Donc, il me semble que là, véritablement, je ne vois pas la solution en dehors d'une démission du gouvernement et d'élections. C'est-à-dire, alors là, je ne sais pas dans quelles conditions, mais il n'en demeure pas moins aujourd'hui que je crois que ce gouvernement est dans une totale impasse. Il a perdu crédit, il a mis dans la rue des centaines de milliers de Français, et de surcroît, en donnant des volontés et des leçons de vertu, on s'aperçoit qu'il est peut-être même pire que les autres. Donc, ça fait beaucoup pour un gouvernement. Ouais. Donc, à mon avis, là, il reforme un gouvernement plus centré, etc., mais je ne vois pas comment il peut rebondir. Moi, je suis de ceux qui pensent... Qu'est-ce que ça va changer de changer de gouvernement? Le problème, c'est que normalement, il faudrait repartir, Mais je pense même que le président de la République est atteint et qu'en réalité, je pense qu'il va terminer comme Hollande. Je me pose même la question de savoir s'il va être capable de se présenter aux Français. Laurent. Alors c'est un peu fort de le dire aujourd'hui, mais si ça continue, on va dans le mur. Mais Laurent Jacobelli... On a un gouvernement qui prend systématiquement les décisions qui sont l'inverse de ce que demandent les Français. On a parlé tout à l'heure des Gilets jaunes, on parle là de la réforme des retraites, mais on peut aller sur tous les sujets. On a un gouvernement qui en même temps fait l'inverse de ce qu'il dit. Si je reprends le sujet de l'immigration par exemple,
il appelle à la fermeté. Quand on regarde le plan de finances budgétaires, pour l'année qui vient, il diminue les moyens de la lutte contre l'immigration clandestine. Sur tous les sujets, il joue double jeu. Je dis blanc, je fais noir. Les Français en ont ras-le-bol. Alors cette réforme des retraites, ils sont persuadés d'avoir mis en place le meilleur mécanisme du monde. J'ai un peu l'impression qu'on est tous d'accord pour dire que c'est bancal, c'est mal ficelé et ça sert à rien. Donc il y a un moment... Ça ne répond pas au problème posé. Il y a un moment où les Français, il faut les entendre. Nous, ce qu'on appelle à faire avec Marine Le Pen, c'est un grand référendum sur cette question des retraites. S'ils sont si sûrs d'eux, s'ils sont si droits dans leurs bottes, oui, mais alors c'est pour du dire fait non que... au projet du gouvernement, ça on est d'accord. Mais pourquoi pas forcément. Au moins on en aura le cœur net. Ah bon, on ne dépendra pas de syndicats qui aujourd'hui... Nous, pauvres Français, ce qui nous intéresserait, c'est qu'est-ce que vous proposez alors moi, derrière à la place. Je vais vous le dire. Ah bah oui. D'abord, nous, on prétend qu'il faut aller chercher l'argent là où il est, et pas forcément dans la poche de ceux qui travaillent. Chez les riches. D'abord dans la fraude sociale et fiscale, premièrement, 45 milliards, c'est pas moi qui le dis. Premièrement. Deuxièmement, on parlait tout à l'heure des travailleurs détachés, il y a un manque énorme à gagner pour les caisses de cotisation de retraite, puisque ces gens travaillent en France, sont payés en France, mais ne cotisent pas en France. Et puis ça créerait de l'emploi. Troisièmement, avoir une politique volontariste, Monsieur Millard, je vous rejoins, de création d'emplois. D'abord, en investissant dans les secteurs d'avenir, le troisième âge, l'énergie, l'intelligence artificielle, mais aussi en protégeant nos emplois. Quand un produit arrive de Chine, qu'il a pollué, qu'il a utilisé une main-d'œuvre d'enfant, eh bien, on ne peut pas le mettre en concurrence frontale avec des entreprises françaises qui ont des normes et qui sont obligées de fermer. En créant des emplois, on va créer des cotisations. Et donc la question ne se posera plus. Mais surtout, aujourd'hui, on est quasiment à l'équilibre. Il y a 24 milliards en 2024 d'abondements qui vont arriver. Vous savez, c'est la fin. Des retraites. C'est la fin. Oui, c'est la fin de la dette, du remboursement de la dette sociale, et il y aura même un excédent. Il y a 150 milliards de réserves. Nous, on ne préconise pas d'aller les chercher, ces 150 milliards. Mais on dit, mais tout va pas bien, mais c'est pas l'urgence. C'est pas l'urgence. Et d'ailleurs, si c'était l'urgence, le gouvernement aurait pris des mesures immédiates. Or, elles ne vont s'appliquer intégralement qu'à partir de ceux qui rentrent dans le marché du travail en 2022, c'est-à-dire en 2065. Elle est où l'urgence? Donc, il faut que ce gouvernement écoute le peuple une bonne fois pour toutes, qu'il arrête de penser qu'il est supérieur. Visiblement, les faits montrent qu'il ne l'est pas. On a une équipe d'amateurs, imbus d'eux-mêmes, et en plus, on voit certains ont la main dans le pot de confiture. Il est temps de retourner aux urnes très vite. Mais politiquement, comment est-ce que vous comprenez, vous n'avez pas répondu vraiment à ma question, comment le gouvernement a brandi, on a entendu le terme de muleta, de l'âge pivot qui était, encore une fois, il le savait, un casus belli. Un casus belli qui fait qu'aujourd'hui le Front syndical est soudé et ça va être très compliqué. Je suis interloqué, moi. J'ai les mêmes questions que vous, Valérie. C'est que c'est tellement énorme. Il suffisait de lire l'édito de Geoffrin hier, celui de Vérag que j'ai croisé ici quelques fois, qui disait mais comment est-ce qu'ils ont fait cette erreur, quoi. Je sais que la CFDT a des contacts au plus haut niveau, comme tous les syndicats, d'ailleurs les grandes centrales et tout. Et ils rejoignent, ils seront de la manif mardi prochain. Est-ce que c'est pas se redonner marge de manœuvre? C'est possible. Moi, ce que je voudrais dire sur la sortie de crise, c'est très difficile. Mais il y a 3 solutions. Il y a 3 solutions, à mon avis. La première, Macron réussit. Il réussit à faire voter par l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Et on se retrouve, il passe comme ça, malgré les grèves, les manifestations, y compris les débordements et des côtés insurrectionnels. Là, il est sauvé, politiquement s'entend. Bon, j'y crois pas trop. Soit il recule, et là, je pense que politiquement, il est mort. Soit on part dans une espèce de crise latente et permanente qu'on connaît depuis presque un peu plus d'un an là maintenant, depuis la crise des Gilets jaunes. Et là, avec des risques. Et alors, je pense que il a un gros problème. Moi, j'ai beaucoup entendu dire. J'ai envoyé quelques capteurs, en particulier au niveau de l'économie. Et si c'était lui le problème, parce qu'il devient le candidat de 2022 susceptible d'être battu par Marine Le Pen. Ce que dit le livre Bloc contre Bloc de Jérôme Sainte-Marie, qui est vraiment remarquable de ce point de vue-là, on a des sondages à 45-55, alors qu'elle avait terminé à 35 en 2017. Il a une vraie difficulté. Mais il est dans la pointe de mire. L'erreur de casting, elle commence à apparaître. Dominique. Moi, je suis surpris. J'écoute tout ce que vous dites avec beaucoup d'intérêt. J'attrape, si vous voulez, le dernier aspect de votre analyse. Le problème, c'est Macron. Alors, je voudrais dire 2 choses. Beaucoup de Français,
potentiellement majoritaires pensent depuis l'élection de 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron que le problème c'est Macron. On a compris. Bon, ok, donc c'est pas nouveau. En revanche, j'ai une deuxième réaction, c'est que aujourd'hui vous dites ça, mais attendez, vous dites il sera peut-être pas en mesure de, mais il y a que vous n'en faites pas partie. Et personne ici n'en fait partie. Il y a que les gogos qui écoutent certains sondeurs. Certains politologues qui tombent dans le panneau sont absolument persuadés que le second tour de la présidentielle de 2022 sera Macron contre Marine Le Pen. Mais ce sera peut-être ça, peut-être aucun des deux, peut-être l'un des deux. Rien n'est joué. Quand les choses changent sans arrêt, toutes les 3 semaines, qui aurait dit, par exemple, restons, on pourrait aligner, mais... Restons là. Qui aurait dit il y a 3 semaines que le gouvernement se trouverait dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui? Cabanou, par exemple. Ouais. Oui, bon, d'accord. Parce que vous faites un procès depuis le début, d'accord. Non, mais c'était un peu prévisible. Mais non, c'est pas prévisible. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, alors je ne vais pas dans votre sens, mais quelque part, c'est un petit affluent qui va quand même un peu dans ce sens-là. La singularité aujourd'hui, et ça a été dit par certains que vous avez cité tout à l'heure, Valérie, c'est... Il y a un trouble aujourd'hui, il y a un trouble à 2 niveaux. Le principal, c'est un trouble dans l'électorat. Il existe depuis le début, depuis 2007, dans l'électorat Macron, les 25 à 30% qui faisaient le bloc non majoritaire mais solide jusqu'ici, qui brusquement sont saisis par le doute et se posent un certain nombre de questions. Ça, c'est grave. S'il ne parvient pas à arrêter ça, c'est extrêmement grave. Et puis, il y a des questions qui se posent. Alors, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Valérie, et ce que vous évoquiez d'ailleurs vous-même à l'instant. Quand même, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas la réponse. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que le patron de la CFDT ait le sentiment de recevoir une claque en pleine figure pour des raisons on ne comprend pas. Financières, arithmétiques et politiques qui ne tiennent pas debout quand on regarde les choses. Qui ne tiennent pas debout. C'était possible. Sauf, alors j'évoque, comme je sais pas, j'évoque une hypothèse, la moins probable, sauf si quelque part, Édouard Philippe, jouant son Juppé, est tombé dans un piège que lui auraient tendu certains de ses amis, un piège objectif que lui auraient tendu certains de ses amis. Qui sait si certains, au sein du gouvernement, ne militaient pas justement pour un dialogue préférentiel avec la CFDT. Si c'est ça, c'est instrumentaliser l'avenir des Français. C'est encore pire de ce qu'on peut penser. Vous savez, expliquez. Non, mais moi c'est très simple. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, moi je pense ce qui s'est passé, c'est, je dirais, la sonnette d'alarme des gnomes de Bercy qui ont dit, mais attendez, vous êtes bien gentils, ça ne résout pas le problème. Mais bon, c'est-à-dire, voilà. Et donc, aujourd'hui, voilà. Mais ce qui est certain, c'est que pour reprendre les hypothèses de Régis, parce que un passage en force, à mon avis, on aura le bordel dans la rue, et que à ce moment-là, le problème, c'est que la crédibilité du gouvernement et du président est totalement en cause. Il y a une colère qui monte de la base, et on l'a entendu tout à l'heure avec les 2 interventions, une femme qui dit « moi j'ai voté Macron, mais maintenant c'est fini », et donc ça c'est extrêmement grave. C'est la crédibilité d'un gouvernement, et il va être dans une impasse. Et là, on a un risque dans la rue, c'est qu'il y ait des débordements, qu'il y ait effectivement des morts dans les affrontements, et donc... Attendez, on a chargé la barque. On n'a pas chargé la barque. Écoutez, vous savez, je vais vous dire une chose. C'est le fameux mot d'un noble à Louis XVI, « Sire, ce peuple est terrible ». Et si vous ne comprenez pas que les Français en ont ras-le-bol... Je le comprends. Voilà, eh bien, aujourd'hui, regardez les choses en face. On est dans le catastrophisme permanent. On n'est pas dans le catastrophisme. N'évoquons pas tout de suite des dizaines de morts. Pas tous en même temps. S'il vous plaît, j'aimerais lancer un message, une remarque et un message d'espoir. Une remarque, monsieur de Montvalon. D'abord, il y a un sondage récent qui vient de paraître hier ou avant-hier, comme quoi la personnalité politique la plus susceptible de faire mieux que monsieur Macron et de rétablir les choses, la numéro 1, c'est Marine Le Pen, ne vous en déplaise. J'aurais été étonné que vous citiez un autre nom. Et nous sommes c'est le sondage IFOP Sud Radio qui est considéré comme la meilleure opposante. Je n'en discute pas, je m'autorisais une pointe d'ironie. Un message d'espoir à vos auditeurs, et notamment les 2 qu'on a eu tout à l'heure. La réforme ne commencera vraiment à s'appliquer qu'à partir de 2022. Rassurez-vous, en mai 2022, nous ferons sauter cette réforme.
Eh bien, ouais, en tout cas, tout ce qui se passe aujourd'hui sert les intérêts de Marine Le Pen. Allez, je vais vous dire une chose. Le grand D'Annunzio disait on ne se débarrasse des difficultés qu'avec douceur. Alors attention. Hein. Mais nous sommes très doux et nous écouterons les Français. Merci et pardon à Yann qu'on n'a pas pris. Mes débatteurs étaient très bavards aujourd'hui, mais Yann, vous pourrez peut-être parler, vous exprimer chez l'ami André Berkoff qui arrive à ce micro dans un instant. Très bonne journée à l'écoute, presque à l'école de Sud Radio.